de nous retrouver. Vous regardez Believe in Africa. Nous avons invité une pro investie dans le secteur de l'art et le textile. Elle a mis sur pied son label Naquin. C'est une créatrice de mode. Elle a accepté de venir sur ce plateau partager avec vous son expérience de femme entrepreneur. À tout de suite. En général, mes journées commencent avec une bonne dose d'inspiration. Je rencontre, j'apprécie, je découvre de nouveaux talents. En fin de journée, l'inspiration est toujours là. Hey, c'est tout! Et je suis fier de servir cette Afrique qui regorge de talents. Castel Beer, le goût de la réussite. Augustine Mabiama, styliste modéliste et promotrice de la marque Naquin est avec nous. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous avoir. Alors, le plaisir est partagé. Alors, pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter à nos téléspectateurs? Alors, moi, c'est Augustine Mabiama. Je suis styliste modéliste, entrepreneur et promotrice de la marque de prêt-à-porter Naquin. Grosso modo, voilà. Est-ce qu'on peut avoir une idée de comment est-ce que vous vous êtes retrouvée dans ce domaine? Où l'aventure a-t-elle commencé? Alors, c'est assez drôle parce que moi, je me retrouve dans l'univers de la mode de manière assez, on va dire quoi, assez contradictoire, je dirais. Pourquoi? Parce que je suis issue d'une fratrie de 7 enfants, de 6 Quand filles, même. oui, 6 filles, un garçon. Alors, il se trouve que à l'époque, les parents encore avaient tendance à choisir un peu les vocations de leurs enfants. Toi, tu seras médecin, toi, tu feras ingénierie, et ainsi de suite. Et alors, le choix avait été porté sur moi pour habiller la famille. Eh bien, dis donc. Et voilà. Et vraiment, j'étais vraiment courroucée contre mes parents. Je leur en voulais parce que à ce moment... C'était le papa ou la maman? C'était papa, surtout. D'accord. Voilà, c'était surtout papa. Et j'en ai voulu pendant un moment parce qu'à cette époque, l'option industrie d'habillement, cette filière était mal perçue, notamment au Cameroun, de manière générale. On était perçus comme ceux qui faisaient l'enseignement technique, surtout IH, étaient juste on nous appelait des bonnes sauces. À l'époque, je me souviens, j'avais les railleries de mes amis, des camarades qui faisaient l'enseignement général. On était, pour les femmes, c'était juste bon à être épousée, être mariée, voilà. À faire à préparer, être à la maison. Donc, c'est ça qui s'était perçu. Donc, ceux qui avaient raté leur vocation, en plus, avec la fameuse chanson d'Espoir 2000, Série C. Série C. Donc, c'était la... C'était la totale. C'était la totale. Donc, j'en ai voulu beaucoup à mes parents. Et étant encore petite, après mon optation du CEP, ils m'ont orientée tout naturellement vers l'enseignement technique, où j'ai commencé mes classes de première année, au CETIC, au niveau de Yaoundé, j'en allais aussi. Et bon, voilà, comment je me retrouve. Et puis, bon, c'est vrai qu'étant pas en accord avec au début, je refuse d'y aller la première semaine d'octobre, bon, de septembre, pardon. Moi, après, il y a mon grand frère qui vient me voir, il me flatte, il me dit, écoute, vas-y, on a déjà inscrit, après, en 5e, tu changeras, après, on verra. C'est comme ça qu'il me convainc. Finalement, j'accepte et puis je commence, sauf que, arrivé sur place, au bout de la première année, qui équivaut à la 6e, parce qu'on parle de première année en enseignement IH. Donc, au bout de la première année, je commence à prendre un peu goût, ça me plaît un peu. Je me dis non, ça commence à devenir intéressant. Ça commence à devenir intéressant. Je me dis, bon, je fais la 2e année qui équivaut à la 5e. Bon, laissez-moi, on va jusqu'en 4e année qui équivaut en 3e. Après, je pourrais changer et continuer l'enseignement en général. Sauf que, arrivé à la 3e année, la passion est là, je suis douée, mais j'ai ce blocage du fait que mon entourage, mes amis, la perception du métier de la filière, je suis toujours bloquée, braquée. Mais bon, étant déjà dans le cursus, je finis mes classes, j'obtiens mon bac IH. Et après l'obtention du bac IH, on réalise effectivement à cette époque les difficultés qu'ont les débouchés de cette filière. Parce qu'après le bac IH, c'est difficile d'avoir pour des parents qui n'ont pas la possibilité d'envoyer leurs enfants en Europe pour pouvoir continuer, pour être bien formés. À ce moment-là, il n'y avait qu'une seule école. À cette époque, c'était l'école du feu Dieman. Voilà, et c'était sur Douala. Alors, étant encore petite, mes parents ne voulaient pas se résoudre à m'envoyer sur Douala toute seule ou dans une ville où je ne connaissais personne, je n'avais personne, pas de parents. Donc, du coup, je perds une année.
parce que ne pouvant pas aller à Sud-Ouest toute seule, et j'étais toujours révoltée à continuer dans cette lancée, je décide d'aller m'inscrire en faculté de droit, en économie, à sciences économie. Alors quand j'y vais à Soie, le nouveau recteur qui est en place n'admet plus les bacs et H en faculté de sciences économie. Alors mon papa il me dit, écoute, bon, si tu veux pas continuer en IH, industrie d'habillement, va donc faire droit. Je lui ai dit, écoute, vraiment tout sauf du droit. Je ne me vois pas en train de faire du droit. Et je lui dis, écoute, il me dit, écoute, va faire des cours d'italien. Après, on t'enverra donc continuer. Si au moins tu veux pas faire sciences économie, on va essayer de se battre pour pouvoir te faire sortir du pays. Et la première année, l'année après mon bac, donc, je la passe donc à faire mes cours d'italien. Sauf que après les cours d'italien, après les 6 mois, j'ai pas la possibilité de composer le Charlie à l'époque, qui est l'examen pour passer la langue italienne, parce que le passeport il sort tard, le temps de déposer les dossiers est dépassé, donc je perds une année. Et c'est au courant de cette année que, en regardant le journal à la télé avec mes parents, on se rend compte qu'il y a une école qui est ouverte sur Yaoundé, au niveau de la nouvelle route Colbison, qui s'appelait à l'époque l'Institut Cheikh Anta Diop. École des arts et métiers et beaux-arts de Cheikh Anta Diop. C'est comme ça qu'on décide d'aller se renseigner s'il y a encore un dernier concours, parce que par rapport à la filière, il n'y avait vraiment pas d'école. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Oui. Voilà. Donc, j'y vais et puis je me rends compte qu'il y a une possibilité d'avoir encore un dernier concours à la demande pressante des parents. Et c'est comme ça que j'obtiens je fais le concours, je le passe. Et puis, voilà où commence l'aventure. Je commence à aimer le métier. J'en suis tombée amoureuse. Je me suis dit, bon, j'ai déjà un bac. Là, on y est, je peux faire carrière. J'ai un bac IH. S'il fallait que je continue, autant le faire bien. Sinon, je fais autre chose. Et c'est comme ça que je me lance dans l'aventure. Y a-t-il une différence entre créatrice de mode, styliste, modéliste? Pas véritablement. Une créatrice, c'est c'est quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui donne vie. Un styliste, c'est tout comme. Un styliste, c'est quelqu'un qui donne vie au travers de ses dessins, au travers de ses esquisses, de ses créations, parce que tout part d'un dessin, d'une idée, d'un tissu qui nous parle, qui nous fait voyager. Du coup, on se dit, voilà, ce tissu, je le vois bien dans une robe, on visualise de manière dans la pensée, on le visualise, que je vois bien une robe comme ça, je vois une collection avec ce tissu, et on se met à dessiner, faire des esquisses. Donc c'est déjà de la création. Et quand on fait ces esquisses, on crée. Après ça, on donne vie de manière physique, on passe du virtuel à la réalisation au concret. Voilà, donc une créatrice et un styliste, c'est tout comme c'est pareil. À quel moment est-ce que vous vous lancez dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui vous motive? Parce qu'on a envie de comprendre, vous avez commencé l'aventure où exactement? Est-ce que vous avez commencé à la maison? Est-ce que vous avez travaillé chez quelqu'un? Comment est-ce que votre histoire, comment tout ça s'est dessiné? Alors, tout ça se dessine comment? Le milieu était vraiment très fermé au moment où j'étais. Donc, j'avais des exemples ou bien des aînés à suivre. C'était vraiment pas la seule personne sur place qui pouvait être on va dire quoi? Un exemple. C'était le feu Diéman. Un modèle. Oui. C'était le feu Diéman, mais qui avait une école. Vous voyez, et qui faisait des défilés de mode. Or, moi, la vision que j'avais, je me suis dit, écoute, si j'ai choisi de faire ce métier, je veux le faire bien. Et je voudrais me démarquer. Et je voudrais laisser mon nom écrit en lettres d'or dans l'univers de la mode au Cameroun. C'est ce qui m'a motivée. Alors, je me suis dit, comment est-ce que je fais pour y arriver? J'ai commencé sans qu'il y ait quelqu'un qui me dise, fais ci, fais ça. J'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passe ailleurs, surtout en Afrique anglophone, notamment au Ghana, en Afrique du Sud, au Ghana surtout, où il y avait une jeune créatrice qui se démarquait, Christine Brown. Elle avait une marque de vêtements où elle faisait du prêt-à-porter justement. Et ses collections étaient juste fabuleuses et elle avait une boutique, faisait un travail vraiment professionnel où quand elle créait une collection, elle faisait un shooting professionnel. Elle faisait un défilé de mode et elle vendait dans sa boutique. Alors je me dis, voilà à quoi je veux arriver. Je rêve d'avoir des boutiques un peu partout, commencer déjà par son propre pays, parce que vous savez, quand on a la chance d'être déjà reconnu dans son pays, ouais, c'est facile à l'extérieur. Ouais.
Bien que pour ce qui m'a ouvert plus les portes dans mon pays, c'est la reconnaissance d'abord extérieure, après la reconnaissance intérieure. C'était l'inverse pour mon cas. Donc voilà ce qui me motive. Et puis je me dis, OK, vous savez, quand j'ai eu mon bac et je ne pouvais pas monter une jupe droite. Je ne savais pas. J'arrivais pas. Et comme j'avais bloqué, j'ai dit, je ne pouvais pas. Après, je me suis dit, OK, là, il faut que déjà, je m'asseye et je mette de côté mes caprices. Je me disais, je ne vais plus me retrouver dans ça. Si je décide de le faire, j'apprends le métier comme il se doit et je le fais bien. Donc, ça a été un parcours pendant 3 ans pratiquement. Je cherche, je fais des recherches, je vais sur le net, j'achète des livres. Comment est-ce que les nouvelles techniques, comment est-ce qu'on monte ci, comment est-ce qu'on fait ci, comment est-ce qu'on fait ça. Je vais vers des collègues qui, eux, avaient déjà de l'expérience. Comment est-ce que vous faites pour monter ci? Comment tu fais? Je vois quand tu fais un pantalon, ça tombe bien ou bien une jupe et consort. Donc, mes lacunes, je commence à les combler. Je commence à apprendre. Et ce qui était intéressant, et moi-même, je ne m'en étais pas rendu compte, parce que ça, même lors de mon parcours, mon cursus secondaire, les professeurs avaient déjà perçu ça, mais moi, je ne percevais pas ça. J'ai une facilité à donner vie à un vêtement, une robe avec des finitions impeccables, incroyables. Tout juste, on vous dirait non, la robe, elle est venue de l'extérieur. Pourtant, elle est produite ici. Donc, généralement, en général, on dit la bonne couture, ce sont les finitions. Ce sont les finitions. Donc, moi, j'avais cette capacité à faire cette finition-là de manière très aisée. Je ne fournissais pas un effort réel en tant que tel. Donc, j'ai travaillé sur ça et je me dis, voilà, on me dit tout le temps que tu as de bonnes finitions. Même ceux qui travaillent depuis me disent, mais comment tu fais? Je dis, je ne sais pas. Je le fais, à la limite, je dirais, je le fais à l'instinct. Je sais qu'il faut le faire comme ça et je le fais et ça produit. Mais comment est-ce que vous lancez votre business? Je lance mon business comment? J'ai commencé à travailler à la maison et puis il y a une dame, une jeune dame qui m'approche. Elle me dit, elle a entendu parler de mon travail. Elle voudrait ouvrir un concept store sur Douala. C'est quoi un concept store? C'est une galerie d'art qui met en avant, un showroom, comme un showroom qui met en avant des productions locales. D'accord. Vous voyez, donc, elle me dit, elle est intéressée par mon travail, elle a entendu beaucoup parler de mon travail, elle voudrait qu'on travaille ensemble, donc que je fasse un dépôt-vente dans son concept store. Donc, elle a fait une sélection de stylistes qui se démarquent par leur travail et elle voudrait que je fasse partie de l'aventure. Je me suis dit, pourquoi? C'est peut-être le moment de tester je veux dire quoi? La population camerounaise. Est-ce qu'ils sont prêts à accueillir mes œuvres? Est-ce qu'ils sont prêts à accueillir un prêt-à-porter africain? Est-ce qu'ils sont... Parce que mon sujet de mémoire était basé sur le prêt-à-porter. À l'époque, on avait les dames portaient des friperies, etc. Énormément, des venant de l'étranger. Oui, le marché était dominé carrément par la friperie. Je crois à cette époque, le seul qui a apporté une fraîcheur, qui a apporté, on va dire, des productions où les Africains, made in Cameroun, les gens se retrouvaient, c'était M. Ndo, Georges Ndo, qui avait les magasins Afritude. Voilà, donc ça part de là. Je me suis dit, je crois que c'est le moment, c'est l'occasion de pouvoir tester, de voir comment le pays, la clientèle va accueillir. Et pendant 2 ans, je fais des dépôts-ventes chez la dame où tous les 25 du mois, il faut déposer de nouvelles pièces. Et grande est ma surprise de constater qu'il y a de l'engouement, il y a tout le temps des achats, il y a de la demande. Les feedbacks sont positifs. Puis je me dis, après 2 ans, pourquoi pas aussi ouvrir ma propre boutique sur Bona Priso? Et voilà, j'ouvre la boutique 1 an après. Je l'ouvre et ça fait 6 ans que la boutique existe. Quand même. Voilà. Alors, vous lancez votre propre label Naquin. Naquin, pourquoi Naquin déjà? Alors, Naquin, c'est une histoire d'amour entre... entre Nathalie et Queen? Non, pas entre Nathalie et Queen, juste entre moi et mon fils, Ethan, parce que j'ai un petit garçon de 6 ans qui s'appelle Ethan Kuidou. Pour la petite histoire, pour ne pas entrer dans les détails, à l'époque, j'étais mariée. Et pendant 6 ans, je n'arrivais pas à faire d'enfants. On avait des soucis dans le foyer. Je crois même, on était ensemble pendant 9 ans, 6 ans. Pendant 6 ans, on n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et je vivais ça très mal avec les familles africaines. C'était une épreuve difficile, les railleries, des pics, les femmes stériles et autres. Donc j'ai vécu ça pendant 6 ans très mal. Et on finit au final par faire une fille
avec mon ex-époux, où on a un petit garçon, il s'appelle Ethan Cuido. Alors, je décide, quand j'ouvre la boutique, je me dis, Nakwin, c'est l'association de mon nom et celui de mon fils Cuido. Donc, j'ai fait une composition carrément de mes noms. Je me suis assise, j'ai pensé. Alors, j'ai l'association de mon nom et celui de l'histoire de mon fils, Ethan, Nakwin. J'ai mon Nakwin, je me suis dit, c'est parfait. Ça me parle, je me retrouve. C'est un nom qui a une histoire, qui a un parcours, qui a un vécu. Ouais. Donc, voilà d'où vient le nom Nakwin. Parlez-nous de la ligne de vêtements de Nakwin. Vous proposez quoi concrètement? Alors, la marque de vêtements Nakwin est une marque de vêtements 100% camerounaise, produit 100% au Cameroun et qui met en avant, qui s'adresse à des femmes dynamiques, des femmes travailleuses. Aujourd'hui, la femme a besoin de tenues avec lesquelles elle peut aller travailler au quotidien, où elle se sent à l'aise, où elle se sent belle, mais tout en étant aussi pratique. Et donc, c'est ce qui a motivé... ce qui m'a motivée dans la création de mes vêtements. Avoir de l'originalité, côté pratique, côté chic et le côté où on se sent unique. Donc la marque Nakwin propose des vêtements de prêt-à-porter qui vont de la taille 38 à la taille 44. La marque Nakwin propose également des accessoires. Elle est répartie en 3 catégories. On a le Nakwin Woman qui s'adresse aux femmes travailleuses qui vont travailler, qui ont besoin de tenue, d'une veste, d'une robe, je sais pas, d'un pantalon, d'un chemisier. Et on a le Nakwin Couture qui s'adresse aux femmes qui ont besoin de tenues très élaborées, par exemple comme celle que vous avez sur vous. Il y en a qui sont beaucoup plus élaborées que ça, où c'est véritablement de la couture, où on laisse parler notre esprit créatif, notre fantaisie. Oui. Voilà, qu'on fait rêver. Donc on a le Nakwin Couture, on a le Nakwin Home. Nakwin Home, c'est des sets de table, c'est des accessoires tels que des ceintures, c'est des mouchoirs de table, voilà, de manière succincte en quoi la composition de la marque Nakwin, ce qu'elle propose. Je voudrais ajouter aussi qu'également la marque Nakwin propose également un service de sur-mesure. C'est-à-dire, quand on n'entend pas sur-mesure, il y a de la demande au niveau notamment des mariés qui ont besoin de robes différentes. Alors, vous faites des robes de mariée? Exactement, des robes la grande robe de mariage blanche, les robes de soirée, les robes de cocktail. Et là, c'est du sur-mesure et c'est à la demande. Et des robes pour femmes, pour hommes? Juste uniquement femmes. C'est un mix? Ok, juste uniquement les femmes, effectivement. Pour les hommes, les hommes se retrouvent dans le Nakwin Woman, où ils ont des chemises, des chemisettes, voilà, où on a la gamme homme qui intervient. Mais au niveau du sur-mesure, on est essentiellement sur la part belle est donnée à la femme. Qu'est-ce qui vous inspire? Vous faites comment? Je dirais mon état d'esprit. Fonction de l'état d'esprit dans lequel je suis, je fournis un rendu par rapport à mon travail qui est différent de l'un comme de l'autre. Donc, je m'inspire également de la nature, des tissus. Je peux voir un tissu, je l'adore tout de suite. Je vous assure, parfois, c'est au coucher. Pendant que je suis endormie, mon cerveau, il travaille, ma tête continue à travailler sans même que je me rende compte. Et là, dans le sommeil, mi-endormi, mi-consciente, je visualise comment est-ce que je dois procéder. Vous travaillez avec une équipe de combien de personnes? Je travaille avec une équipe de 4 personnes. 3 en interne et 1 en externe. Vous avez été élue meilleure styliste féminine de la mode au Cameroun en 2011. Vous avez travaillé pour des marques, vous avez habillé des stars, vous avez participé aux des défilés de mode à travers l'Afrique. Vous avez été également 2e lauréat à l'édition limitée Francophonie. Exactement. De tout ce beau parcours, s'il fallait que je vous pose une autre question, c'était quoi la plus belle expérience? Je parlerai de mon premier voyage, ma première sortie hors des frontières du Cameroun. C'était où? C'était au Congo-Brazzaville en 2010. C'était à l'occasion du Mola Tona Brazza. C'était organisé par, à l'époque, il s'appelait le Centre culturel français. Je dis qu'il y a l'Institut français, sans publicité. Donc, à cette époque, c'était organisé par le Centre culturel français et vu que j'étais dans une optique où je voulais découvrir autre chose, je voulais découvrir le monde, parcourir le monde, voir ce qui se fait ailleurs. Et voilà, j'ai fait des propres recherches. Je suis allée sur le net, j'ai fait des recherches, je suis tombée sur un appel d'offres
qui était lancée par le Centre culturel français à l'époque, de Brazzaville, à laquelle je réponds, je postule. Et c'est comme ça qu'ils me contactent et que ma candidature passe. Et j'y vais pour un atelier de création d'une semaine. Et après ces une semaine, quand je suis revenue au Cameroun, je pense que c'est le déclic. Je n'étais plus pareil. C'est à ce moment que le déclic s'est fait. Parce qu'il y avait, c'était une rencontre où j'ai rencontré des jeunes comme moi qui venaient d'ailleurs, oui. de Madagascar, de la France, de l'Afrique du Sud, du Ghana. On venait d'horizons différents. Et là, c'était un feu d'artifice. C'était une fusion, une rencontre incroyable. Incroyable. Et là, quand je suis rentrée, mon ambition était plus grande. J'en voulais plus. Et je voulais en ce moment me démarquer et laisser une empreinte sur mon chemin. Moi, j'avais carrément même je me rappelle un couple français, je me suis recordée, qui me dit, mais vous êtes formé où? Je dis, je me suis formée au Cameroun. Elle me dit, mais vous voulez pas aller en France? Il faut aller en France, vous pouvez pas avoir un talent comme je dis, non. Justement. Et ça, c'était aussi un défi. Pouvoir démontrer qu'en étant dans ce propre pays, malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, à ça, vraiment, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer en tant qu'entrepreneur au Cameroun. On peut faire de belles choses. On peut faire de belles choses. Et avec de l'audace et de la persévérance et du travail bien fait et des sacrifices, beaucoup de sacrifices, on finit par avoir quelque chose de fabuleux. Ça, c'est sûr. On va marquer une pause, le temps pour nous de regarder Africa Rising. On revient tout de suite. Ibrahim Ben Aziz Konaté, devenu un géant de l'industrie de la volaille, s'est formé tout seul via les vidéos sur Internet. Âgé de 24 ans, fondateur de Volaille d'Or, il se lance dans l'entrepreneuriat très jeune, crée une ferme de volailles avec un capital de 60 000 francs, devenu aujourd'hui une grosse industrie. Son rêve, être leader dans ce secteur en Côte d'Ivoire et devenir milliardaire avant ses 30 ans. La meilleure compagnie aérienne africaine 2019, Ethiopian Airlines, annonce la construction d'un nouvel aéroport à Addis Abeba qui prévoit d'accueillir jusqu'à 100 millions de passagers par an. Les coûts du projet estimés à 5 milliards de dollars, l'Éthiopie aspire à faire de sa capitale la porte d'entrée d'Afrique. Imane Aissi, créateur d'origine camerounaise, le premier ressortissant subsaharien, a présenté sa collection de haute couture à Paris, une collection pas comme les autres baptisée Akuma en Ewondo. Le créateur a présenté ses créations à côté des maisons Chanel, Dior, Givenchy le jeudi 21 janvier dernier. Une Afrique qui bouge, de retour sur ce plateau, nous sommes toujours en compagnie d'Augustine Mabiama. Alors, est-ce que le long de votre carrière, vous avez eu l'opportunité de rencontrer Monsieur Imane Aissi? Oui, tout à fait. J'ai eu l'immense bonheur, l'immense joie de rencontrer cet aîné qui est pétri de talent, qui est toujours en train de conseiller. Et il avait toujours une phrase qui disait, et qui m'amusait souvent au début, il disait, avec son accent, j'aimais bien l'imiter, vous les Africains, vous voulez toujours manger le maïs sans travailler. Donc vous voulez planter, vous voulez manger tout de suite, vous ne voulez pas faire des efforts pour pouvoir manger. Donc quand il parlait comme ça m'amusait, mais sauf que c'était pertinent ce qu'il disait. Aujourd'hui, même pas aujourd'hui, beaucoup n'ont pas la patience. On est pressé. On est pressé. C'est vrai que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Mais ça n'a jamais été facile. Ça n'a jamais été facile. De toute façon, tout ce qui est bien, tout ce qui est vrai, demande beaucoup d'efforts avant d'arriver à aboutissement, demande de la maturité avant d'exploser. Donc, pour moi, c'est un aîné déjà qui m'avait marqué par ses conseils, qui me disait tout le temps, parce que c'est en 2009 que je fais sa rencontre de manière... J'avais toujours vu au travers des magazines pendant ma formation. J'avais eu à faire un exposé même sur lui. Donc je le connaissais de loin, son parcours artistique, de danseur à écrivain, après styliste et autres. Donc en 2009, j'ai eu l'occasion de la voir en face. À partir de 2009,
Et après, plus tard, de partager des plateaux avec lui, que ce soit au niveau du Cameroun, que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire et différents autres pays. Donc, c'est un aîné qui, pour moi, c'est une reconnaissance qui tombe à point nommé. Ouais. Et on en avait vraiment besoin. C'est une belle reconnaissance. Ouais. Et c'est le premier Africain à faire ce parcours ce tableau, ce plateau de haute couture. Alors, est-ce que, quelque part, y aurait-il des difficultés à exercer dans le domaine que vous faites? Oui, il y a des difficultés dans le sens où il n'y a pas vraiment d'organisation autour. Autour, c'est-à-dire, moi, j'ai appris en me cognant la tête. Oui. J'ai appris en tombant, en me relevant. Il n'y avait pas, pour la petite histoire, même déjà seulement au niveau des statuts, du choix de l'entreprise, des statuts de votre structure, les personnes qui sont même mises là, qui sont habilitées à vous donner des conseils, à vous orienter, très peu font leur travail. Moi, quand j'allais créer mon établissement au centre de création d'entreprise, le rôle des personnes, ce n'est pas uniquement d'empocher des sous et puis de vous faire remplir un papier. C'est aussi de vous donner des conseils. Mais personne ne va vous donner des conseils. C'est-à-dire vous apprenez de vos propres erreurs. Vous avez une boutique où vous payez déjà, vous avez un contrat de bail qui est enregistré, que vous payez, vous n'avez pas tant et consorts. Mais vous vous retrouvez encore en train de payer une taxe comme l'OTVP, occupation temporaire de la voie publique. Excusez-moi. Bon, bref. Mais je vous dis, il y a tellement, justement parce qu'il y a un manque de structuration au niveau que ce soit administratif, que ce soit au niveau même du métier de la mode au Cameroun. Il y a un manque de structuration, un manque d'organisation. On n'a véritablement pas d'industrie, même de production de textiles. Parce que même déjà pour pouvoir se produire la matière première, c'est un parcours du combattant. Quand je n'ai pas la possibilité de voyager tout le temps, quand je voyage, quand je peux faire mes voyages, je reviens avec de la matière première en quantité que je voudrais. Par contre, quand je ne peux pas voyager, je dois me fournir sur place, notamment au marché Congo, où quand j'y vais, je trouve pas la matière première, premièrement, de qualité que je voudrais, et de deux, en quantité que je voudrais. D'accord. Vous pouvez trouver, mais vous trouvez 2 mètres, 3 mètres. Qu'est-ce que vous allez faire avec 2 ou 3 mètres? Et vous voulez faire toute une collection. Ce n'est pas possible. Donc, il y a cette difficulté. Il y a énormément de difficultés autour du secteur. Alors, si on voudrait se lancer dans ce domaine, si on veut faire carrière, quels conseils pouvez-vous donner aux téléspectateurs qui nous regardent? Moi, je dirais, si on veut faire carrière, ne pas s'arrêter. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais on ne s'arrête pas à ça. Il y a toujours des moyens de trouver des solutions. De contourner. La preuve, j'en suis un exemple. Là. Voilà. Donc, moi, le conseil que je donnerais, c'est de penser à où est-ce qu'on veut aller. À partir du moment où on sait où on veut aller, on a on va dire qu'on a la trajectoire, on a la vision. Oui. Comment est-ce que je fais pour arriver? Quelles sont les armes que je prends avec moi pour arriver, pour réaliser, atteindre cet objectif? Donc, du moment où on a donc réussi à réunir toutes ces conditions, avoir les armes qu'il me faut pour pouvoir cheminer, pour arriver à ma vision finale, je pense qu'avec déjà ça, c'est déjà gagné, mais surtout la persévérance. De la persévérance. Si vous n'êtes pas persévérant et vous n'avez pas de la patience, vous vous découragez au bout, ce sera compliqué. Oui. Vous allez vous investir, Au bout de la première année, tout au plus, vous aurez supporté, vous allez lâcher. Et j'ai véritablement expérimenté l'adage qui dit, c'est quand c'est dur que seuls les durs avancent. Soit vous décidez de vivre, soit vous décidez de laisser tomber, de vous faire bouffer, ou alors vous vous levez et puis vous battez pour ce que vous voulez. Wow. Donc moi, c'est des conseils que je donnerais aux gens. C'est quoi le next step? On a envie de connaître. C'est quoi vos projets? Le prochain projet pour moi, auquel j'y tiens véritablement et je travaille fermement pour ça, c'est de pouvoir avoir une deuxième boutique sur Yaoundé, sur la ville de Yaoundé pour 2021. S'il fallait passer un message assez fort à toutes ces personnes passionnés de la haute couture qui aimeraient bien se lancer, s'il fallait leur passer un message, vous direz quoi? Alors, le message que je passerai à tous ceux qui sont passionnés de la mode,
sachez que ce n'est pas un parcours, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est un parcours de combattant comme la vie de manière générale. Et faites votre travail, faites-le bien. C'est-à-dire, vous ne savez jamais où un vêtement que vous avez fait ou une robe que vous avez faite se retrouvera. Ouais. Et comment est-ce que ce sera reçu. Faites-le bien. Le tout, ce n'est pas de gagner de l'argent uniquement. Vous pouvez facilement faire un travail où vous le bâclez ou vous bricolez parce que vous voulez acquérir de l'argent. Bien sûr. Une fois que ce travail bâclé est fait, la personne ne reviendra plus, le client ne reviendra pas. Et vous, comme ça, chaque fois, vous allez perdre des clients, et vous allez vous dire que non, il y aura quelqu'un d'autre qui viendra. Quand ils viendront, c'est comme ça qu'ils partiront. Et au bout d'un moment, vous nous retrouverez, vous aurez un champ votre champ d'action où tout le monde aurait été dessus par votre travail et vous ne pourrez plus avancer. Et ce serait bien dommage. Voilà, vous serez obligé d'abandonner. Donc, faites votre travail bien et accrochez-vous. Soyez honnête surtout. Et soyez parce que les couturières... Oui. Alors, un message à l'endroit des femmes. Alors, un message à l'endroit des femmes, je dirais pour moi, une femme aujourd'hui doit pouvoir apporter non seulement de sa personne en tant qu'épouse, en tant que mère, mais en tant qu'entrepreneur. Pour moi, aujourd'hui, les femmes font pleinement partie d'un moteur de création de richesse. Et démarquez-vous. Soyez plus uniquement la maman ou l'épouse, soyez aussi la femme qui apporte, qui crée de la richesse. Aujourd'hui, c'est ce dont on a tous besoin, que ce soit dans nos foyers, avec la vie qui est devenue ce qu'elle est. On a besoin de femmes dynamiques, de femmes travailleuses, mais également d'épouses et de mères. Donc voilà, moi, ce que je dirais aux femmes, c'est d'oser. Si vous avez des rêves, vous avez des passions, essayez. Au moins, vous n'aurez pas des regrets. Le plus grand regret, c'est de ne même pas avoir essayé. Absolument. Mais au moins, quand on essaye, on se dit, j'ai fait mon mieux, j'ai essayé. Au moins, on a cette consolation-là. Merci infiniment pour votre passage. À vous entendre, on a envie de se lancer tout de suite. Merci pour tout. On vous souhaite bien des choses pour la suite. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci de m'avoir permis de partager cette expérience avec les femmes, avec tout le monde. C'est toujours un plaisir. Merci encore. En général, mes journées commencent avec une bonne dose d'inspiration. Je rencontre, j'apprécie, je découvre de nouveaux talents. En fin de journée, l'inspiration est toujours là. Hey, c'est tout! Et je suis fier de servir cette Afrique qui regorge de talents. Castel Beer, le goût de la réussite. On a de plus en plus des jeunes qui nous quittent malheureusement très tôt. On a été très touchés par le décès de Monsieur Kobe Bryant, qui est... La mort a décidé autrement. Il est parti avec sa fille et quelques proches. Mais j'ai bien voulu partager avec vous ces très belles citations. La chose la plus importante, c'est d'essayer, d'inspirer les gens de façon à ce que chacun puisse devenir excellent dans le domaine qu'il choisit. Je répète, la chose la plus importante, c'est d'essayer, d'inspirer les gens de façon à ce que chacun puisse devenir excellent dans le domaine qu'il a choisi. C'était Believe in Africa. À très bientôt. Ciao, ciao.